Bonjour à tous, vous êtes sur Bismart. Nous vous retrouvons pour un nouvel épisode du Dealmakers Show. Vous le savez, nous vous emmenons au plus près des transactions et des grandes tendances qui touchent le monde du private equity, du M&A, chez nos corporates, dans les portfolios et dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, on vous propose une plongée dans un monde que le private equity n'a pas l'habitude d'utiliser tous les jours, des termes différents. On va parler d'art, on va parler de design, avec le plaisir d'accueillir en plateau Camille Claverie. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes partenaire au sein de Montefiore, un fonds qu'on connaît bien. Nous avons reçu votre président il y a peu. Nous vous suivons. Nous connaissons également le positionnement de Montefiore par rapport à la value creation et on est ravis de vous avoir avec nous. Merci Camille. Marie Vagnan, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Carpenters Workshop Gallery. Vous êtes arrivé au sein de la structure en 2021. Vous êtes passé de Head of BD à CEO sur cette période, donc depuis janvier 2025. Et vous travaillez main dans la main avec Montefiore, puisque du coup Montefiore est au capital depuis 2020. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Tom, on commence tout de suite. Vous aviez préparé quelques questions. Tom Lefenberger, donc vous êtes évidemment rédacteur au sein de l'équipe de Décideurs Corporate Finance. Quelques questions pour nos invités. Bien sûr, merci Mathieu. Alors Jouy, ma première question, ce serait pour revenir justement avec vous Camille sur la jeunesse de votre investissement de Montefiore dans Carpenters. Un investissement qui peut paraître, comme le disait Mathieu, à première vue, un petit peu original. Donc revenir sur vos motivations qui vous ont mené à réaliser cet investissement, sachant que je crois que c'était le premier depuis votre arrivée chez Montefiore. Donc voilà, si vous pouvez revenir un petit peu dessus. Oui, bien sûr. Donc la genèse du deal, en fait, c'est septembre 2019, où comme souvent, ça a démarré d'une rencontre. Donc la rencontre avec les cofondateurs, donc Loïc Le Gaillard et Julien Lombraille, qui cherchaient à renforcer le capital pour lancer une nouvelle phase de développement de Carpenters. On a été vraiment séduits dans cette société par le fait que c'est vraiment une société qui offre l'expérience de luxe un peu la plus pure. Donc on est sur du collectible design, des pièces uniques ou des toutes petites séries créées par les plus beaux designers du monde actuel. Et on a retrouvé en fait sur cette société-là des marqueurs qu'on aime, donc un marché en forte croissance, une position de leader. Ils avaient aussi réussi à créer un certain nombre de barrières à l'entrée parce qu'il y a beaucoup d'artisanat derrière ces pièces, il y a un portefeuille d'artistes qui est exceptionnel, il y a aussi un accès à des clients voilà, très prestigieux, des collectionneurs ou des acteurs du B2B. Et donc voilà, on l'a vraiment perçu comme une société du luxe et on y a aussi vu un potentiel de développement qui était en adéquation totale avec le type d'accompagnement qu'on sait faire chez Montefiore. En comité d'investissement, parce que le deal n'est pas original par rapport à la société, on va en parler, qui est formidable, mais par rapport plutôt au secteur, qu'on voit un peu moins souvent dans les portfolios. En comité d'invest, ça a été un sujet de dire on investit dans le design, dans l'art, ou pas du tout. Comment ça s'est passé ? Non, alors nous, je pense qu'on a cette capacité à aller sur des terrains qui ne sont pas forcément les terrains des autres. Donc comme chacun de nos comités d'investissement, on a eu des débats assez nourris sur le sujet. Ce qu'on a aimé, c'est y reconnaître des marqueurs d'une société qui avait un fort potentiel de développement, qui encore une fois correspondait au type d'accompagnement qu'on sait faire. C'était aussi un deal primaire, on aime bien ces deals-là, donc le capital était 100% détenu par les fondateurs et donc on arrivait comme premier actionnaire financier. Et donc on voyait qu'il y avait du potentiel de structuration, d'amélioration des opérations. On voyait aussi qu'il allait falloir renforcer l'équipe et donc on avait une vision assez claire du type de profil qu'il allait falloir aller chercher. Donc voilà, donc les discussions habituelles d'un comité d'investissement, mais pas spécifiquement sur ce sujet de l'art. Vous êtes sorti des sentiers battus, c'était un deal primaire, ce qui veut dire que c'était un deal qui était finalement moins concurrentiel, où il y avait quand même des industriels en face qui connaissaient les cofondateurs ou d'autres fonds pendant le process. Alors il y a toujours un peu de secret autour de ces process, sûr. Donc j'ai pas toutes les infos. À ma connaissance, il n'y avait pas d'industriel, mais ce que je sais, c'est que Loïc et Julien, de manière naturelle, ils ont rencontré plusieurs fonds. Et puis il y a eu un bon match, donc on a eu envie de travailler ensemble, ce qui est toujours un petit peu la base des deals. Et donc assez rapidement, après, on est passé sur une logique de gré à gré pour finaliser les opérations ensemble, sachant que c'était pendant le Covid. Parfait. Un premier deal pour vous. Premier deal dans pour le moi. Covid. Et en plus sur un sous-jacent formidablement intéressant. Merci Camille. Marie, je le disais, donc vous êtes CEO donc de Carpenters Workshop Gallery. Vous avez une carrière à la base plutôt côté advisory, donc vous étiez chez Kea, chez MAD, donc d'un cabinet de conseil bien connu sur la practice luxe, et vous rejoignez l'aventure d'abord en Head of BD, et puis je le disais, CEO et CEO. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette aventure-là spécifiquement ? Parce que quand on bosse chez Kea ou MAD, j'imagine qu'on a plein de clients, des grosses structures, des petites structures, mais vous êtes allé chez Carpenters. Oui, alors, déjà, je pense qu'il y a la bonne opportunité. C'est que, alors Camille, je la connais bien depuis longtemps, et en fait, elle m'a pitché Carpenters, et ça s'est fait comme ça déjà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir aussi un rôle un peu créé sur mesure pour mon profil. Donc ça, c'est déjà une super opportunité.
Après, c'est une entreprise, c'est très entrepreneurial. Loïc et Julien, c'est des vrais entrepreneurs avec une envie de risque, une envie de grandeur. Et bon, ça, c'est forcément très attractif parce qu'il y a tout un tas de sujets, à la fois de croissance, de performance, que j'ai pu traiter dans mes années de conseil. Après, c'est aussi le match, effectivement, avec les deux fondateurs, parce que, effectivement, dans les galeries d'art, c'est des business très incarnés, et il faut que ça matche, parce qu'ils sont effectivement très présents également. Voilà, et puis aussi les opportunités que ça pouvait m'offrir, moi, dans mon développement de ma carrière. Et chez Carpenters aussi, justement, vous avez trouvé un business model qui a ses particularités, où une partie des artistes sont salariés. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus? Alors, les artistes ne sont pas salariés, hein, pas du tout. C'est bien d'éclaircir justement le Ouais, point. ouais, ouais. Alors, je pense que déjà, c'est un secteur, le collectible design, qui est extrêmement niche. Mhm. Donc, c'est à la frontière entre le design et l'art. On appelle ça aussi de l'art fonctionnel. Effectivement, on représente des artistes. Donc, on a une vingtaine d'artistes qui sont exclusifs ou non exclusifs ou certaines zones, donc avec une multitude de contrats. Et effectivement, comme l'a dit Camille, ce sont des séries limitées. Donc, c'est toujours 8 plus 4 épreuves d'artistes ou des pièces uniques. Donc ça, c'est la majorité des artistes avec qui on travaille. Et la particularité du business model, c'est qu'on a intégré une partie de la chaîne de production, puisqu'effectivement, on a un centre de production avec des artisans aussi en région parisienne. On a une vingtaine d'artisans qui produisent 3 4 artistes et avec tous les corps de métier. Donc on a la cire, le bronze, le bois, la pâtisserie. Donc voilà, c'est aussi une particularité de la galerie qui la rend plus légitime aussi sur les processus de fabrication avec ces artistes. On les aide aussi dans la partie production. L'alliance de la créativité libre et derrière d'un delivery sérieux. Alors la créativité, ça reste aussi des pièces fonctionnelles. Donc il y a tout aussi une excellence aussi du savoir-faire et de la fabrication. Comme en plus on travaille avec une clientèle internationale, il faut que cette pièce elle puisse être shippée, parce que la logistique aussi dans ce secteur est très importante. Vous parlez de niche, ça nous intéresse beaucoup, l'artisanat, le design de luxe sur commande ou en petite série. Ça veut dire quoi entre 2020 et 2026 en termes d'équipe? Déjà la structure, peut-être le marché, nous partager peut-être des informations que vous pouvez nous partager en termes peut-être de croissance, de chiffre d'affaires et que sais-je, mais déjà l'équipe. Alors l'équipe, effectivement, elle a été... Donc on est 100 personnes. 100 personnes, avec un mix de personnes qui sont là depuis le début. Donc la galerie a 20 ans. Donc ça, c'est formidable, parce qu'il y a des artisans qui ont été là depuis le début, même avant. Il y a certains vendeurs un peu qui sont grandis dans l'entreprise, donc qui sont devenus des gallery directors, voilà, ça fait 15 ans. Et après, moi, j'ai structuré mon CODIR. Donc, c'est recruter un directeur financier, c'est recruter une DRH, direction IT. Bon, tout ça, ça paraît évident dans une entreprise, mais dans une galerie, voilà, ça l'est pas. Et puis après, bon, toutes les fonctions qu'on connaît. Donc, l'idée, c'était vraiment de passer d'une galerie à une entreprise. Et comme Camille, moi, je le vois vraiment comme une entreprise de luxe, voire d'ultra luxe, parce qu'on est quand même sur des price points moyens, plus 60 000 €, voire à des projets d'1 million. Donc, on est vraiment dans l'exceptionnel et dans la pièce unique et super rare. Parfait. Vous avez parlé donc des embauches et de tout ce que vous avez mis en place. Ça fait écho à ce que nous présentait Camille juste avant sur les besoins de l'investissement, notamment liés au renfort des équipes. Voilà, on fait un petit bilan. Donc, on est en 2026. Ça fait 5-6 ans bientôt que vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce partenariat, de la façon dont justement vous avez créé de la valeur? J'imagine qu'il y avait un value creation plan lors de l'investissement en vue d'une exit un jour, puisque ça reste l'histoire. Le plus long de temps possible, évidemment, de travailler ensemble, on vous le souhaite. Mais voilà, on en est où sur le value creation plan? Et si on devait retenir 2-3 axes sur lesquels le partenariat a particulièrement fonctionné? Alors moi, quand je commence, en fait, on avait besoin déjà de structurer vraiment à la base. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué un peu à la face nord, le RP, le cleaning de la data, la structure financière, la structure de nos équipes financières. Et tout ça, c'est vraiment des projets en fait, laborieux, hein, c'est clair, dans n'importe quelle entreprise et pas du tout innés dans une galerie. Et là, je pense que voilà, Montefiore, ils ont tout de suite évalué que c'était important et soutenu ce projet aussi comme un vrai projet de structuration d'entreprise. Donc moi, je trouve qu'ils ont été très forts dans le fil conducteur pour pousser tout ça, ces sujets un peu compliqués à mettre en place pour structurer la valeur, et puis aussi des différents reportings où effectivement on partait de zéro sur la question. Après, sur le projet de manière plus large, Loïc et Julien, ils sont très visionnaires. Et donc, quand on les a rencontrés, on voyait les forces qu'ils avaient créées, mais ils avaient aussi une vision assez claire de là où ils voulaient aller. Il y avait l'ouverture de nouveaux lieux de vente, parce qu'en fait, Carpenters, en fait, c'est un double modèle. Ils sont dans toutes les plus belles foires mondiales, et au-delà de ça, ils ont des lieux de vente, donc à Paris, à Londres, à New York et à Los Angeles. Donc il y avait ce projet de réouverture à Los Angeles. Ils avaient cette vision aussi d'un endroit exceptionnel qui est Ladbroke Hall, qui est à Londres, qui honnêtement mérite le détour, qui est une sorte de lieu avec une expérience artistique et
forme d'incarnation de la galerie et de ce qu'est Carpenters. Donc, ils avaient cette vision-là. Ils voulaient aussi développer le vintage. Ça aussi, c'est une chose qu'ils ont mis en œuvre. Il y avait tout ce projet de structuration sur lequel, effectivement, ils avaient conscience du fait qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui les accompagnait et qui leur faisait passer des caps que naturellement, sur lesquels ils n'allaient pas naturellement investir. Et donc, en fait, par rapport à la feuille de route qu'on s'était donnée, la réalité, c'est que ça s'est quand même beaucoup concrétisé. Il y a encore des choses à améliorer, notamment sur la structuration, sur les ateliers à Mitrimori, mais globalement, on a pu délivrer le value creation plan qu'on avait en tête. Superbe. Le PE, c'est aussi parfois des acquises. Le marché est structuré de beaucoup de concurrents parce qu'on parle de niche, mais potentiellement un petit build-up par-ci par-là n'a jamais fait de mal à un LBO qui se porte très bien. Voilà, comment se comporte votre marché concurrentiel? Non, il y a très peu de concurrents. Blue Ocean Strategy. Oui, en fait, alors, si on prend le portefeuille de nos clients, qui sont des clients très fortunés, donc ils vont acheter en maison de vente, donc plutôt du second marché. Et donc, s'ils veulent compléter par du contemporain, ils vont plutôt aller chez nous. Mais on n'a pas vraiment de concurrents. En fait, et ce que j'ai pu voir, moi, en 5 ans, c'est qu'il y a plein de petites galeries qui commencent à se mettre. Mais c'est aussi un marché très capitalistique, puisque lorsqu'on signe un artiste, il faut pouvoir avancer du cash pour que lui commence à produire. Donc, tout le monde, effectivement, c'est aussi une barrière à l'entrée financière, donc tout le monde peut y aller. Quelle est votre plus grande fierté, Marie Vagnan, sur les 5 dernières années? Alors, moi, il y a 2 fiertés. La première, c'est l'équipe. Je pense que créer une équipe qui garde à la fois l'envie des débuts, parce que quand on a une toute petite entreprise à 20, on fait toutes les foires, c'est super, et puis à un moment donné, on vient à 100, effectivement, j'ai parlé de RP, c'est moins glamour, mais c'est toujours c'est motiver l'équipe pour des projets de croissance et de structuration. Et puis, la deuxième, c'est effectivement, comme Camille l'a dit, c'est ce nouveau lieu qu'on a ouvert à Londres, Ladbroke Hall, qui est un lieu vraiment expérientiel, qui mêle de l'hospitality, donc il y a un restaurant, il y a des concerts, il y a des conférences. Et là, en fait, on arrive à offrir à nos clients une expérience de luxe incroyable. Et je pense que c'est ça qu'ils cherchent maintenant, en fait, les clients, comme n'importe quelle, d'ailleurs, entreprise de luxe. Reportage à suivre à coup sûr avec notre collègue Sybille Aoudjan et son émission Art et Marché. On vous l'envoie à Londres dès les prochaines semaines. Tom, vous aviez une question sur les perspectives en conclusion. Exactement, merci Mathieu. Oui, justement, on parlait des perspectives pour Carpenters. Vous, Camille, chez Montefiore, vous êtes en train de déployer, je crois, le fonds 6. Exactement. Donc, si vous voulez nous dire un mot sur les objectifs à moyen terme, les perspectives, l'instant boule de cristal un petit peu pour Montefiore. Sur Montefiore? Oui. Montefiore, effectivement. Donc, on est en train de déployer le 6e millésime qu'on a levé en 2023-2024. À court terme, il y a peut-être 3 sujets dont je peux parler. Le premier, c'est qu'on continue notre européanisation. Donc, on avait ouvert le bureau de Milan il y a 3 ans et on a ouvert en septembre le bureau de Madrid. Donc, l'idée, c'est de continuer à renforcer notre présence pour pouvoir être au plus près des entrepreneurs qu'on accompagne. Le deuxième élément, c'est qu'on est en train de lancer le Private Wealth, effectivement. Donc, on a recruté toute une équipe structurée autour de Joséphine L'Oréal, avec cette conviction que tout ce qui est autour des retraites, de la gestion de patrimoine sur le long cours, c'est quand même un sujet qui va être de plus en plus prégnant et dans lequel on va développer des produits. De combien de personnes? Aujourd'hui, on a 3 personnes dans l'équipe de Private Wealth. Et on va s'appuyer en termes de distribution sur les CGP, les banques privées, etc. Et le troisième élément, c'est peut-être sur tout ce qui est autour de l'impact. On est associé à StarQuest depuis des années. Et là, on a gagné ensemble un fonds de place sur la biodiversité. Et donc, c'est un fonds qui va faire au moins 150 millions d'euros et qu'on va co-développer avec eux, avec une stratégie large qui ira du VC au LBO. D'accord. Long live Montefiore, long live Carpenters Workshop Gallery. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir bien voulu venir partager cette collaboration que vous avez mis en place. Merci Tom Lefenberger. Pour ma part, je vous propose de continuer sur Bismart dans un instant avec la suite de vos programmes. Merci à tous.